Pour poursuivre l'émission, on y va avec un dossier tout aussi fascinant dont on parle très rarement mais qui a pourtant un impact majeur sur le monde qui nous entoure, l'industrie des métaux stratégiques. Parce qu'on s'entend, pour une économie développée, à peu près toutes les ressources ont une certaine importance stratégique. Mais il y a certains métaux, surtout à notre époque, qui sont absolument critiques pour faire fonctionner une économie moderne. Mais bien sûr aussi, la machine de guerre. C'est ce qu'on appelle les MCS, pour minéraux critiques ou stratégiques. Quand on parle de MCS, il est question d'une cinquantaine de métaux qui sont indispensables, surtout dans l'industrie des hautes technologies. On parle de lithium, de cobalt, de platine, de graphite, mais aussi de ce qu'on appelle des terres rares. Les métaux stratégiques, vous le comprendrez, sont produits en très petite quantité, puisque ce ne sont pas des matières premières en tant que telles, à part pour les terres rares, mais plutôt le résultat d'un procédé industriel qui est souvent très complexe. Ce que ça veut dire, c'est que le marché des MCS est extrêmement volatile, que les prix sont très élevés et qu'une petite fluctuation peut entraîner une crise ou encore une pénurie. Et quand on considère toute la gamme de produits et technologies qui dépendent des métaux stratégiques, on comprend que les conséquences d'une pénurie peuvent être très sérieuses. Pensez aux semi-conducteurs qui sont essentiels en électronique, aux puces dans les ordinateurs, mais aussi aux téléphones intelligents, aux écrans plats, à la fibre optique, aux panneaux solaires, aux radars, aux sonars, aux systèmes d'armement et de ciblage, sans parler de l'industrie médicale, des moteurs d'avion, des voitures électriques. Bref, celui qui contrôle les métaux stratégiques contrôle beaucoup de l'économie mondiale moderne, puisqu'il est à la base de la chaîne d'approvisionnement de certaines des plus importantes industries. Et c'est pour ça que c'est un enjeu géopolitique majeur et que les grandes puissances du monde se livrent un bras de fer pour le contrôle des métaux stratégiques. Et disons que pour le moment, la puissance qui domine la course de manière absolument incontestable, c'est la Chine, qui a développé rien de moins qu'un quasi-monopole sur la production de métaux stratégiques. Selon les dernières données disponibles, la Chine contrôle 71% de la production mondiale de terres rares et jusqu'à 90% de la capacité mondiale de transformation des MCS. C'est une avance presque insurmontable, surtout quand on regarde la compétition. Pendant que la Chine produit 120 000 tonnes par année de terres rares, les États-Unis en produisent environ 15 000. L'Australie, le deuxième plus gros joueur du monde, en produit 20 000. C'est une véritable domination que la Chine a construite à partir des années 80, lorsque les grandes économies mondiales se sont mises à fermer les mines de terres rares à cause de l'impact environnemental. Ce qu'il faut savoir, c'est que la production d'MCS produit beaucoup de déchets toxiques comme des métaux lourds, de l'acide sulfurique ou de l'uranium. Ce que ça veut dire, c'est que même les pays qui ont des terres rares ou des métaux stratégiques sur leur territoire hésitent souvent à en faire l'exploitation. Ça a créé avec les années un marché mondial largement dominé par la Chine, qui a certaines des pires pratiques minières du monde. Et pour plusieurs, ça crée tout un dilemme. D'un côté, les terres rares et les MCS sont essentiels à la construction des technologies vertes, comme les éoliennes, les panneaux solaires ou les voitures électriques. Mais d'un autre, leur extraction et leur raffinage ont un impact environnemental très négatif, qui est souvent ignoré dans le calcul. Une sorte de paradoxe, parce que même si on refuse de faire l'exploitation de l'industrie nous-mêmes pour des raisons environnementales, on se trouve seulement à déplacer la chaîne d'approvisionnement vers la Chine, qui a des conditions d'extraction particulièrement nocives à l'environnement. D'une manière, la seule chose que ça accomplit, c'est de déplacer la pollution vers la Chine pour se donner bonne conscience. Mais le résultat de tout ça, vous le comprendrez, c'est que le reste de la planète se retrouve dans une situation de profonde dépendance vis-à-vis de la Chine, qui en plus est extrêmement difficile à briser. Puisque chaque fois qu'un pays tente de relancer sa propre industrie, la Chine inonde le marché pour rendre impossible toute forme de compétition. Pire encore, il y a à peine 2 semaines,
On apprenait que la Chine explorait activement la possibilité de réduire les exportations de MCS et de terres rares vers les États-Unis, avec l'objectif déclaré de nuire à la construction des avions militaires F-35. Sans les métaux stratégiques chinois, il est à peu près impossible pour les Américains de produire l'armement qui est essentiel à leur sécurité nationale. Et c'est là que ça se met à devenir vraiment intéressant. Parce qu'évidemment, tout le monde à Washington sait très bien que c'est un état de fait qui ne peut pas durer, que c'est une menace énorme et qu'il faut absolument que ce soit réglé au plus vite, avant le prochain conflit militaire majeur. Et c'est là qu'entre en scène le Québec. Parce qu'on n'en parle presque jamais, mais il y a au Québec un énorme potentiel pour l'industrie des métaux stratégiques qui, pour le moment, est largement inexploité. En 2008, par exemple, Nemaska Lithium découvre le 3e plus gros gisement de lithium du monde, à 300 km au nord de Chibougamau. C'est pas vraiment une découverte que le Québec possède beaucoup de lithium, mais on le considérait longtemps comme trop cher à exploiter et pas assez rentable, à cause qu'il est emprisonné dans des cristaux qui sont eux-mêmes emprisonnés dans de la roche. Mais depuis quelques années, avec l'aide de l'hydroélectricité, il est possible d'extraire le lithium québécois à partir d'un procédé extrêmement novateur qui permet de réduire considérablement la pollution liée au raffinage. En fait, c'est la méthode la moins polluante sur le marché et le lithium qui est produit est spécifiquement fabriqué pour répondre à la demande des constructeurs de batteries pour les véhicules électriques. Prenez Tesla par exemple. Chaque batterie contient jusqu'à 50 kg de lithium. Pour certains, il y a une réelle possibilité de faire du Québec une plaque tournante du lithium. Donc à la fin de l'été 2019, c'est exactement ce que promet François Legault, en disant qu'avec les métaux stratégiques disponibles sur le territoire québécois, il serait possible de construire des batteries 100% québécoises. Il suffira ensuite d'investir dans l'électrification des transports pour réduire les importations de pétrole et économiser des milliards à chaque année. Selon Legault, d'ici 2050, les Québécois pourraient se déplacer grâce à leur propre expertise. Et quand on considère la posture gênante dans laquelle se trouvent actuellement les États-Unis en matière de métaux stratégiques, tout indique que le développement de l'industrie québécoise devient un objectif commun pour le Québec et les États-Unis. Pour les Américains, c'est surtout une manière de sécuriser une chaîne d'approvisionnement plus robuste, en dehors de l'influence chinoise. Et pour l'État québécois, c'est une manière de se rapprocher des États-Unis, de se donner un important levier stratégique, de ramener des emplois payants dans certaines régions dévitalisées et finalement de monétiser les grands barrages du Nord qui produisent une quantité massive d'énergie propre et abordable. Pour toutes ces raisons, le Québec est un candidat idéal et un rapprochement dans l'industrie des métaux stratégiques avancerait autant les intérêts de Québec que de Washington. En fait, c'est une idée qui génère déjà énormément d'intérêt aux États-Unis. Le 17 septembre 2019, quelques semaines seulement après les déclarations de François Legault, les États-Unis apportent une modification à leur politique nationale de défense pour augmenter l'autonomie américaine en métaux stratégiques en s'appuyant notamment sur le Canada. Parce que dans l'éventualité d'un conflit militaire, la demande en terres rares et en métaux stratégiques exploserait d'un seul coup. Et le Pentagone est très inquiet de constater que c'est la Chine qui contrôle la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les États-Unis réalisent qu'ils sont beaucoup trop vulnérables et c'est pourquoi on assiste dans les derniers mois à un véritable sprint chez les investisseurs américains pour se positionner dans l'industrie des métaux stratégiques au Québec. Pour développer la filière québécoise, il va falloir des milliards de dollars en investissement, mais ça risque d'être une industrie extrêmement lucrative parce que la demande va seulement exploser dans les prochaines années, notamment en cobalt, en lithium et en graphite, trois ressources dont regorge le Québec. Le 11 janvier 2021, Sayona Mining s'entend avec un partenaire américain, Piedmont Lithium, pour développer le lithium d'Abitibi.
Piémont a une entente d'approvisionnement avec Tesla pour ses batteries de voitures. Donc, il faut s'attendre à ce que les batteries soient en partie composées de lithium québécois. 3 jours plus tard, le 14 janvier, Rio Tinto annonce qu'elle va ouvrir la première usine de scandium en Amérique du Nord, à Sorel-Tracy, au Québec. Le scandium est notamment utilisé dans l'industrie de la défense, ainsi que dans l'industrie aérospatiale. Pas plus tard que le lendemain, c'est au tour d'Evolution Metals de présenter une offre pour acheter Lithium Amérique du Nord, une entreprise d'Abitibi qui est au bord de la faillite et qui est contrôlée par Investissement Québec en partenariat avec 2 investisseurs chinois. On apprendra plus tard que c'est en fait le département de la défense des États-Unis qui a mandaté Evolution Metals de faire l'acquisition de l'entreprise québécoise, de peur qu'elle soit réactivée et intégrée à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement chinoise. Mais malgré l'intérêt des Américains et l'opportunité pour le Québec, il y a aussi des gros risques, parce que c'est un marché extrêmement volatile et qu'au moment où on se parle, il y a encore des grosses difficultés à lancer des projets rentables. D'abord, vous avez la Chine qui inonde le marché avec des minéraux à bas prix, ce qui rend la compétition très difficile. Ensuite, il manque encore beaucoup de l'infrastructure pour compléter le reste de la chaîne de valeur. En fait, même le fameux projet de lithium au nord de Chibougamau n'a jamais vraiment réussi à décoller, notamment parce qu'il manque une usine pour faire la transformation et qu'il faudrait investir des centaines de millions supplémentaires, et que ce sont des investissements particulièrement risqués. Parce qu'entre vous et moi, les méga projets miniers, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus populaire avec les électeurs, et que les projets doivent être soumis à des évaluations environnementales rigoureuses et que souvent, l'impact écologique est considéré comme trop important pour aller de l'avant. Mais encore une fois, ça nous ramène à notre dilemme initial, puisque les métaux stratégiques sont essentiels à la transition écologique. Est-ce qu'il est vraiment mieux de les acheter en Chine, où les mines sont encore plus polluantes? On dirait qu'il y a un compromis que personne n'est vraiment prêt à faire. Tout le monde veut vivre dans une société avancée au niveau technologique, mais personne ne veut payer la facture environnementale. C'est vrai au Québec, mais c'est aussi vrai partout dans le monde et c'est en partie à cause de ce phénomène que l'Occident est devenu aussi vulnérable dans tellement de chaînes d'approvisionnement, que ce soit pour les métaux, les médicaments, les microprocesseurs, ou toute une gamme de ressources essentielles à l'autonomie nationale. Ce qu'on observe dans le secteur minier, c'est seulement une autre manifestation de cette tendance à la mondialisation de la chaîne d'approvisionnement, qui finit par donner un pouvoir démesuré à ceux qui la contrôlent. Ensuite, il y a bien sûr la question de la propriété, qui devient de plus en plus délicate. À un moment où la demande en métaux stratégiques et en terres rares est en train d'exploser, le potentiel minier du Québec se fait racheter morceau par morceau par des intérêts étrangers. Il y a un risque important de se retrouver exclu d'une industrie qui devrait nous appartenir, au moins en partie, à travers les grands bras d'investissement comme la Caisse de dépôt et Investissement Québec. Le problème, encore une fois, c'est que ces 2 organismes ont tout un historique de mauvais investissements dans des projets miniers mal ficelés, qui réduit sérieusement leur crédibilité en tant que partenaire. Si le Québec veut jouer un rôle majeur dans l'industrie, il faut absolument qu'il se dote de l'expertise nécessaire. Et finalement, il y a aussi la question éthique, qui est difficile à ignorer. En facilitant le développement des métaux stratégiques, le gouvernement du Québec se trouve à intégrer une grosse partie de l'industrie minière québécoise à l'intérieur du complexe militaro-industriel américain. Ce que ça veut dire, c'est que le destin économique du Québec deviendrait profondément connecté aux initiatives ainsi qu'aux décisions militaires de Washington. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Il suffit de regarder les alumineries du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou encore les aciéries québécoises qui ont été des parties essentielles de l'effort de guerre des Alliés durant la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est pour ça que la seule base aérienne du Québec est située à Bagotville, au Saguenay.
C'était pour défendre l'industrie métallurgique québécoise qui était stratégiquement indispensable. Aujourd'hui, tout indique que les relations entre la Chine et les États-Unis sont sur le point de déclencher une nouvelle course aux armements et qu'encore une fois, le Québec est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la stratégie d'approvisionnement de Washington. Il faut être conscient des risques, mais il faut aussi prendre toute la mesure de l'opportunité que ça représente. Si le Québec peut se positionner comme un investisseur important dans l'industrie minière, ce sont des milliards de dollars qui pourraient se retrouver dans les coffres publics. D'ici là, je vous invite à garder un œil sur ce qui est en train de se produire dans le secteur des métaux stratégiques. Ce à quoi on assiste, c'est une véritable partie d'échec entre la Chine et les États-Unis pour le contrôle d'une des chaînes d'approvisionnement les plus importantes de l'histoire moderne. Pour certains, avec l'arrivée des technologies vertes et le développement de l'énergie renouvelable, les métaux stratégiques pourraient carrément devenir le pétrole du prochain siècle. Et ceux qui ont compris cette nouvelle réalité commencent déjà à en profiter. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple, ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.